Selon de nombreux sondages effectués au cours des dernières années, 2 projets sur 3 n'atteignent pas leurs objectifs de réussite. 2 projets sur 3 échouent. Et les professionnels du management ne sont pas moins intelligents que vous et moi. D'ailleurs, ils ont l'habitude de s'échanger ces comics de Dilbert, qui sont un peu satiriques, même cyniques parfois, car l'équation qu'ils ont à résoudre est insoluble. Avec ces quelques slides, je souhaite partager des solutions pour maximiser les chances de réussite de vos projets. Car si on résout cette équation, la croissance du groupe devient durable. La dynamique de l'unité d'affaires est enclenchée et focalisée sur la réussite de l'entreprise. Mais avant de parler des solutions, laissez-moi tout d'abord vous rappeler les 5 piliers de résilience pour un projet de développement. On définit souvent les projets, et on peut les catégoriser d'ailleurs, grâce à un graphique sous forme de radar. Un graphique sous forme de radar dont les principaux axes sont le temps, l'argent, les ressources, la qualité et les risques. Le temps en premier, c'est plutôt la durée du projet. Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce qu'elle est extensible? Est-ce qu'elle est importante pour le projet? Elle est très souvent importante. Parce que comme tout le monde le sait, le temps, c'est de l'argent. L'argent, parlons-en. Il correspond au budget du projet, à l'investissement qu'un entrepreneur ou qu'un directeur de groupe est prêt à mettre sur la table pour développer tel produit ou tel service. Il faut donc vérifier que le montant de l'investissement disponible pour le projet considéré est réel et bien calibré par rapport au projet. Ensuite, les ressources. Les ressources vont être la source, l'origine de la valeur ajoutée générée par le projet. Ce sont les individus, les machines, les services externes, les connaissances, les compétences dont un projet a besoin pour aboutir, pour atteindre la réussite et le succès. La qualité, je vous fais grâce de la définition de la qualité. Comme dirait un ancien collègue un peu narcissique, surtout ironique, la qualité est partout chez moi. Enfin, les risques, c'est le 5e et dernier pilier. Les risques encourus font partie intégrante de tous les projets de développement. Et c'est la résilience aux risques et aux défis de temps, d'argent, de ressources et de qualité qui vont permettre d'évaluer et de catégoriser ces risques. Par exemple, sur ce graphique, on voit nettement que ce projet est un projet critique et important pour l'entreprise. En effet, la résilience au budget et aux risques est importante. En revanche, le temps imparti est très critique et ne peut pas être étendu. Si vous voulez un projet avec une faible résilience, il a de fortes chances de ne pas aboutir. Parce que les problèmes sur les projets de développement sont systématiques. On va maintenant survoler rapidement les plus communs d'entre eux. Et commençons par les délais. Il y a des phrases qu'on entend souvent durant la vie d'un projet. Ces délais sont intenables, insoutenables, inatteignables. Ou bien vous vous rendez compte, ils ont mis 3 jours de plus que la dernière itération. Ou encore, pourquoi le projet a pris autant de retard? Si ça ne vous parle pas, vous n'avez jamais conduit de projet de développement. Gérer le temps pour éviter les délais est très délicat. Et y répondre fait partie des prochaines slides de la présentation. Mais n'oubliez pas, tout délai dans un projet ne peut être que très rarement rattrapé. Parlons de budget maintenant. Essayez de prévoir le budget d'un projet en développement. Mais la nouveauté, l'innovation, font partie de l'inconnu. Il y a donc une incertitude dans le budget estimé. Vous avez entendu les budgets dépassés en construction sur les projets pharaoniques, comme les fameux EPR de Flamanville ou d'Hinkley Point. Le problème de budget est souvent lié au retard accumulé, un vrai casse-tête pour le chef de projet. Comme pour l'entrepreneur d'ailleurs, qui se retrouve confronté alors à un dilemme. Doit-on continuer à investir dans le projet ou doit-on arrêter d'investir? Il y a aussi les ressources humaines. Les ressources humaines, elles sont souvent surchargées, démotivées par les aléas des projets, en conflit les uns avec les autres. Ils s'appellent très souvent des pompiers parce qu'ils essayent d'éteindre les incendies à droite, à gauche, le plus rapidement possible pour éviter de retarder le projet ou pour éviter même la fin du projet.
Parfois, il s'agit simplement de conflits interpersonnels qui ralentissent le projet. Une fois, on m'a dit, tel département interne n'arrive pas à fabriquer la pièce que vous voulez après 2 itérations. Alors votre projet, il est mort. C'est pas top quand vous avez des clients en face qui comptent sur vous pour délivrer une nouvelle pièce. Enfin, laissez-moi finir avec les objectifs. Les objectifs. Imaginez un projet qui enthousiasme toute l'entreprise. Un très nouveau gros client qui arrive et qui propose de développer un progiciel innovant. Et après 8 semaines ou 4 sprints, les contours de ce progiciel ne sont toujours pas bien définis. En fait, le client a utilisé l'entreprise pour faire un test, pour évaluer sa capacité, pour tester si le projet était faisable facilement ou pas. Et finalement, au bout de ce temps investi, au bout de cet effort investi par l'équipe, par le management, par l'entreprise, le client décide de ne pas poursuivre le projet. C'est une perte énorme parce que l'objectif du projet a changé en cours, parce que les gens se sont investis dans ce projet et ils laissent une marque indélébile, que ce soit d'un point de vue interne au niveau clientèle, mais également du point de vue interne au niveau de l'équipe qui développe, qui a travaillé sans relâche sur ce projet. Alors, quelles sont les actions qui sont prises lorsqu'arrivent de tels problèmes au cours d'un projet ? Souvent, les conséquences sur un problème majeur sont les suivantes. La colère. On se met en colère. On montre son insatisfaction. Et à tous les niveaux, que ce soit au point de vue managérial ou au point de vue de l'équipe. On commence à poser des questions. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi a-t-on pris un tel retard ? Pourquoi personne ne m'en a informé ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Alors, on va rajouter des pompiers, on va rajouter des ressources pour pouvoir rendre des résultats plus rapidement, pour compenser le retard qui est apparu, pour corriger les erreurs qu'on a faites. On ajoute des ressources additionnelles, au détriment bien sûr d'autres projets qui sont jugés moins prioritaires. On utilise aussi de nouvelles techniques ou de nouveaux chemins, de nouvelles options de projets, de plans de projet, afin de trouver des solutions qui sont un peu plus risquées, mais qui peuvent éventuellement apporter des solutions plus rapidement à un moindre coût. Donc on essaye des options différentes, des nouvelles techniques. On crée aussi des contacts, de multiples contacts, à tous les étages, à tous les niveaux où le projet est pris en charge. Que ce soit supply chain, que ce soit l'opération, dans le développement, dans la qualité. Il y a beaucoup de discussions qui sont créées autour de ces difficultés-là. Donc on multiplie les contacts, et ce qui est très positif, parce que cela donne aussi une visibilité au projet à l'intérieur et montre que ce projet est critique et qu'il faut l'adresser le plus efficacement possible. On a tendance également à gonfler les chiffres. On continue la communication avec le client en disant que tout va bien, qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. C'est ce qu'on appelle souvent aux États-Unis le « fake it until you make it », de façon à dire que les performances sont là, même si elles ne sont pas toutes là au moment où on parle. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi souvent, parce que le but, in fine, c'est de tenir bon pour passer, de finir le projet, de s'assurer qu'on peut livrer quelque chose qui va convenir au client, parce qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, et qu'on a affronté les problèmes, qu'on a résolu les problèmes, et qu'on va pouvoir passer. C'est souvent la façon d'affronter les difficultés quand elles arrivent dans une vie de projet. En fait, le problème est souvent plus profond qu'il n'y paraît. Il y a plusieurs causes importantes à l'échec des projets. La première et la plus importante selon moi, c'est la collaboration inefficace. On peut penser que la collaboration est bonne quand on voit un projet qui avance de semaine après semaine,
Mais lorsque survient un problème majeur, est-ce que les membres de l'équipe se retournent vers un partenaire extérieur, vers un manager un peu trop influent, vers un département qui n'est pas le leur? Si pointer du doigt est une pratique courante lorsque des problèmes majeurs arrivent, alors la collaboration est inefficace. Le deuxième point critique est l'absence de mesure. Si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir quand et où le problème est intervenu de façon efficace. Est-ce que le problème était prévu? Quelqu'un l'a-t-il évoqué en amont, au départ du projet, ou avant qu'il n'intervienne dans la phase précédente? A-t-on évalué les risques si un tel problème potentiel arrivait? Est-ce qu'on aurait pu voir le problème plus tôt? Sans mesure, sans contrôle, sans monitoring, il faut s'attendre à affronter des problèmes graves, avec des solutions difficiles à mettre en place. Enfin, le plan de projet initial irréaliste. Une mauvaise planification amène tout le groupe vers un mur. Peu de chances d'y échapper si le plan de projet n'est pas réaliste. Si le budget n'a pas été estimé correctement, on peut couler une boîte comme ça. Si les objectifs de projet n'ont pas été clairement établis, si aucune évaluation telle qu'un business case ou un SWOT n'a pas été considérée, alors le projet aura peu de chances de survivre. Et quand on connaît les problèmes profonds, sous-jacents, la solution paraît évidente. Il faut rendre la collaboration efficace. Regarder tous dans la même direction, avoir un objectif commun d'entreprise. Il faut mesurer à tous les niveaux, régulièrement, tout le temps. Regarder les mesures, analyser les mesures, en tirer un apprentissage. Mesurer les réalisations avec des objectifs intermédiaires, mesurer les dépenses, le budget restant. Mesurer surtout pour s'adapter à l'intérieur du cadre d'un projet. Mesurer surtout pour s'adapter à l'intérieur du cadre d'un projet. Le cadre d'un projet, le plan de projet, il doit être réaliste. Il doit être basé sur les 5 piliers dont j'ai parlé précédemment. La planification doit être sur les 5 piliers. Il faut aussi surtout l'approbation des niveaux de résilience pour les 5 piliers. Rappelez-vous, la durée, les ressources, le budget, la qualité, les risques. Il n'y a plus qu'à. Mais comment on fait? Comment on met en place ces solutions évidentes? Les méthodes modernes de management se sont développées rapidement à travers toute l'économie. On les dit agiles, car elles apportent une flexibilité importante, et lean, car elles sont très inspirées du modèle Toyota et du fameux lean manufacturing. Ces méthodes s'appuient sur des facteurs clés que je résume ici en 4 actions maîtresses. La première, collaborer. Pour atteindre une collaboration efficace, l'envie doit être présente et doit être partagée. À partir du moment où on a envie et on donne envie aux collègues, aux managers, aux clients, on se met à l'écoute les uns des autres, ce qui permet de participer à l'effort ensemble pour ensuite évoluer ensemble et individuellement. Donc donner cette envie, avoir envie de collaborer est crucial dans la réussite d'un projet. Mesurer aussi est crucial. En premier lieu, la mesure des besoins du client au regard des valeurs de l'entreprise. Cela permet notamment de sélectionner un projet. On mesure en particulier les vitesses de réalisation, les vitesses de correctifs mises en place suite au feedback client, parce que la vitesse, c'est la compétitivité de l'entreprise. Il faut également mesurer en permanence les niveaux de risque, les moments jalons où une décision éclairée devra être prise. Enfin, mesurer la valeur ajoutée attendue des objectifs du projet, la valeur ajoutée de ses réalisations, si elles sont toujours en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Identifier les problèmes,
Et là, on ne parle pas d'identifier les problèmes dans son coin, hein, de son point de vue unique, en l'oubliant parce qu'il n'a pas fait mal pour le moment. On se doit d'avoir un registre des problèmes et une activité dédiée à l'investigation de tous les problèmes rencontrés. À partir de cette base, à partir de ce registre, on peut identifier les causes des problèmes et trouver en parallèle des patchs pour limiter l'impact de ces problèmes. Par exemple, sur un bateau, quand un trou dans la coque apparaît, parce qu'on a tapé trop fort à un rondin de bois qui flottait, eh bien avant de réparer la coque, on va écoper. On va mettre ce qu'on trouve pour bloquer l'entrée d'eau. On patche avec une pinoche quand le trou le permet. Ensuite, une fois la situation maîtrisée, on peut identifier les solutions durables, les sélectionner et les mettre en place. Enfin, planifier, le dernier levier important en gestion agile. La planification, c'est où allons-nous, par quels moyens, quels horizons souhaitons-nous atteindre. Plus les 5 piliers temps, argent, ressources, qualité, risque sont projetés, plus le projet a de chances d'aboutir. Il faut également estimer la part d'inconnu que le projet va devoir appréhender et surtout quand cet inconnu apparaîtra. La planification se fait tout au long du projet, en permanence, car elle doit absolument s'adapter aux apprentissages reçus lors des phases précédentes. On planifie en apprenant. Ces 4 activités sont indispensables pour transformer n'importe quel projet en succès. Voici une liste d'interjections, de commentaires émises par certains managers ou même des directeurs d'entreprise. Laissez-moi vous les lire. La démarche ne résout pas les conflits interpersonnels. La méthode ne me dit pas quelle décision je dois prendre. Les procédures alourdissent souvent mon système. Le concept agile est difficile à suivre en vrai, sans réelle plus-value. La démarche, de toute façon, ne correspond pas à mon entreprise. En fait, toutes ces affirmations sont fausses si la méthodologie est utilisée de façon consciente, avec un but de valeur ajoutée et de valeur d'entreprise à défendre. Il ne faut pas simplement appliquer de façon aveugle ces principes, utiliser les tableaux Kanban ou les techniques Scrum pour transformer ces projets en réussite. Ce ne sont que des outils qui doivent rendre un service et non pas instaurer un formalisme en espérant que les efforts à fournir sont moindres pour atteindre nos objectifs. Et bien voilà, pour fermer la boucle et synthétiser le message que j'ai souhaité vous partager aujourd'hui, j'ai trouvé cette proposition qui me semble bien englober tous les concepts de la gestion de projet. Et laissez-moi vous la lire à voix haute. Aligner les actions de chacun avec les valeurs du groupe. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous pouvez laisser des commentaires ou m'envoyer des questions par email ou sur le site et je me ferai une joie d'y répondre.